Et pour ce Zoom, notre invité est Philippe de Villiers. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Vous êtes venu la dernière fois, il y a un an précisément, c'était le 22 octobre 2015. La Fondation de services politiques livre les notes des candidats à la primaire de la droite et du centre sur la base du manifeste de la dernière chance, un texte de 20 mesures pour redresser la France, une exclusivité TV Liberté. La primaire écologiste a vu l'ancien ministre Cécile Duflot être balayée dès le premier tour. Les succès de Yannick Jadot et Michel Rivasi laissent entrevoir une candidature verte sans consistance et promise à un nouvel échec. Le troisième et dernier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump s'est déroulé une fois de plus dans un climat électrique, bilan de la campagne à 25 jours du scrutin. Madame, Monsieur, bonsoir. La police ne décolère pas. Nouvelle nuit de manifestation des forces de l'ordre dans la capitale. Mercredi soir, plusieurs centaines de policiers s'étaient donné rendez-vous place de la République à Paris. Les rangs étaient plus clairsemés que les nuits précédentes, sans doute en raison des menaces de militants d'extrême gauche de venir en découdre. Certains policiers ont fait un détour vers l'hôpital Saint-Louis où se trouvent toujours leurs collègues brûlés à Viry-Châtillon il y a une dizaine de jours. Dans la soirée, les manifestants ont ensuite décidé de se diriger vers la place Beauvau pour réclamer un durcissement des sanctions à l'égard des criminels s'attaquant aux forces de l'ordre. Ils ont été stoppés par les gendarmes en cours de route. Dans la journée de mercredi, les syndicats avaient rencontré Bernard Cazeneuve. Les discussions ont été jugées constructives mais insuffisantes. Des consultations débuteront lundi pour faire un point sur les moyens et les besoins de la police. La rencontre avec le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, a quant à elle été plus compliquée. Les policiers attendaient une évolution de la légitime défense. De son côté, le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadély, dénonce une manipulation du Front National qui alimente la révolte des policiers, oubliant au passage que les assaillants de Viry-Châtillon n'avaient visiblement rien de patriote. Les policiers ont annoncé un rassemblement le 26 octobre et la mobilisation dans les grandes villes ne compte pas faiblir. La Fondation de services politiques note les candidats à la primaire de la droite et du centre. François Billot de Lochner, le président de la Fondation, nous livre les résultats des notations des candidats sur la base des 20 mesures du manifeste de la dernière chance publié par Terra Mare. Les programmes des candidats ont été passés au crible, permettant une lecture simple et factuelle des offres politiques. François Billot de Lochner dévoile les résultats en exclusivité sur TV Liberté. Bonsoir François Billot de Lochner. Bonsoir Elise Blaise. Alors vous êtes président de la Fondation de services politiques, je le rappelle, même si les téléspectateurs de TV Liberté vous connaissent déjà. Je rappelle aussi votre ouvrage 2017, le manifeste de la dernière chance, publié chez Terra Mare. Et aujourd'hui, vous venez, dans le cadre de la Fondation de services politiques, nous parler d'un scoop, puisque vous publiez ce soir la notation des candidats à la primaire de la droite et du centre. Alors expliquez-nous déjà pour commencer, pourquoi vous avez voulu noter ces candidats, comment vous est venue cette idée et puis surtout, comment vous avez procédé. Un des objectifs de la Fondation de services politiques, c'est d'intervenir au moment des élections pour essayer d'éclairer les électeurs de façon extrêmement simple sur leur choix. Et donc nous essayons en fait de simplifier au maximum leurs décisions, tout simplement en établissant une sorte de note par candidat, exactement comme à l'école. Alors on a vu que finalement vous aviez indexé votre notation sur les 20 mesures que vous présentiez dans le manifeste, mais pourquoi vous avez choisi ces mesures? Parce que ça paraît pas très objectif. Ces 20 mesures en fait ont été analysées et définies avec l'aide d'experts politiques, économiques, sociaux, moraux, culturels. Donc on a vraiment eu un champ complet d'expertise sur les mesures. Et d'autre part, et c'est très important, ces mesures en fait ont été sondées et nous dévoilerons les sondages dans le temps. Alors pas aujourd'hui parce qu'on va faire ça dans le temps pendant la campagne. Et on s'aperçoit que globalement, ces mesures sont en fait plébiscitées par les Français. Alors justement, est-ce qu'on va venir enfin parler des résultats, François? Oui, alors les résultats. Alors d'abord, je voudrais faire une analyse des résultats de façon groupée. Parce que finalement, les 7 candidats, c'est une classe. C'est la classe des Républicains et du Centre. Et on a fait une notation exactement comme quand vous notez une classe entière. Quelle est la moyenne générale de la classe? Et malheureusement, nous arrivons à une note qui est très mauvaise, c'est 7 sur 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo... Ça veut dire que ce sont tous des cancres. Ce sont des cancres. La coalition Républicain Centre, probablement,
n'est pas aujourd'hui, on y reviendra peut-être tout à l'heure, n'est pas apte à redresser vraiment la France compte tenu de la situation du pays. Alors c'est vrai, mais pour tous les registres, parce que finalement dans vos mesures on voit bien qu'il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur politique en tant que tel, politique intérieure, il y a le secteur économique, social, ethnique et culturel. Évidemment, vous évoquiez les mœurs tout à l'heure. Exactement. Alors vous avez tout à fait raison, ils font tronçonner effectivement en 3 grands compartiments. Le compartiment gagnant, mais c'est un petit gain. C'est le compartiment des mesures économiques et sociales. Là, le corpus des candidats a la note de 12 sur 20. Ça veut dire grosso modo que les candidats estiment qu'il faut vraiment redresser la France sur le plan économique. C'est leur intérêt, c'est l'intérêt de la France. Ça semble un peu évident. 12 sur 20, je trouve que c'est quand même assez peu. Mais c'est quand même 12 sur 20. En deuxième rang, il y a les mesures politiques, où là, les candidats ont 10 sur 20 en moyenne. Déjà, la note est plus basse. En fait, les candidats sont bien insérés dans le système et sur le plan politique n'ont pas tellement envie de bouger quoi que ce soit. Le fromage est confortable et la note est relativement logique. Et la douche froide, c'est sur les mesures éthiques et culturelles où là, la note est littéralement catastrophique puisqu'elle est de 5 sur 20. Ça veut donc dire que globalement, les candidats républicains et centre sont franchement libertaires. Ils se satisfont parfaitement du système tel qu'il fonctionne. En gros, ils ne veulent pas y toucher et la note est quand même très inquiétante pour l'avenir. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je la trouve extrêmement inquiétante pour l'avenir. Alors, si on en vient à la note de ces candidats, pour commencer. Alors, nous allons commencer par la dernière de classe, qui malheureusement, pour la gente féminine, est une femme. Nathalie Kosciusko-Morizet a 2 sur 20. C'est une véritable déroute, elle est complètement hors circuit, elle n'est absolument inapte à la candidature pour redresser le pays, c'est tout à fait clair. Ensuite, nous avons Juppé, qui a 5 sur 20. Le leader en plus. Et oui, ça surprendra beaucoup, mais en réalité, ça ne m'étonne absolument pas, car les socialistes le disent eux-mêmes, c'est le meilleur candidat de la gauche. Et il est tout à fait logique qu'il ait une note aussi basse, parce qu'effectivement, il est profondément socialo-centriste ou centro-socialiste. Donc c'est assez logique. Après ça, il y a Bruno Le Maire qui a 6 sur 20. Et ça, c'est une surprise, parce que pour un candidat... Le renouveau, c'est Bruno Ben oui, il voulait renverser la table. Lui, le jeune, brillant intellectuel, qui a un peu d'expérience politique, en fait, il est complètement dans les choux. Et donc, il ne faut pas compter sur Bruno Le Maire pour véritablement révolutionner la France. Ça, c'est clair. Après ça, nous avons un trio, c'est Copé, Sarkozy, Fillon. Ils ont la même note. Et ça, c'est très intéressant. Ils ont 7 sur 20. Ça veut donc dire que dans les dirigeants, on voit bien que 7 sur 20, c'est vraiment insuffisant. Et je pense que beaucoup seront surpris par la note de notre ami Fillon, parce que 7, c'est vraiment très mauvais. C'est une très mauvaise note. Alors vous allez me dire, mais alors qui crève l'écran? Eh bien, c'est Jean-Frédéric Poisson. Jean-Frédéric Poisson, en fait, qui nous a répondu positivement sur un très grand nombre de nos mesures. Il a en fait la note de 16 sur 20, ce qui est quand même magnifique. Et en fait, quand on analyse son programme est extrêmement construit sur tous les sujets, sur tous les registres. Il n'a aucune exclusive. Et donc, il a 16 sur 20. Donc, aujourd'hui, par rapport à la primaire, c'est le candidat qui affiche un programme objectivement apte à redresser notre pays. Est-ce que vous pourrez faire la même chose avec les candidats à la présidentielle? Ah ben alors, nous allons faire exactement la même chose. Alors d'abord, il y a 2 étapes si vous voulez. Je vais communiquer dès demain à chaque candidat à la primaire des Républicains du Centre la notation en leur disant... Leur bulletin de notes. Ben, leur bulletin de notes en disant bougez-vous parce que nous on va communiquer à grande échelle. On va faire des grandes communications grand public juste avant les élections primaires de novembre. Donc dans la semaine qui précède. Moi je serai eux, je regarderai les choses de près parce que les sondages, je m'en méfie et les choses peuvent évoluer assez vite avec des belles communications. Et puis deuxièmement, évidemment pour la présidentielle, et ce sera l'exercice majeur, on fera exactement la même chose. Et alors, ce baromètre est appelé à bouger si vous voulez. Évidemment que aujourd'hui il y a des notes, mais si les candidats changent leur logiciel, s'ils sont vraiment dans la volonté de redresser la France et s'y engagent, nous changerons les notes et nous communiquerons. Donc c'est un baromètre, comme tout baromètre, le baromètre, l'aiguille peut bouger à gauche et à droite, selon qu'on va vers du beau temps ou du mauvais temps. À chaque candidat de se préparer à l'élection présidentielle, mais nous, en tous les cas, nous ferons notre travail de communication et nous serons intraitables en termes de vérité sur les programmes. Merci beaucoup François. Merci beaucoup Élise Blaise.
Cécile Duflot balayée dès le premier tour de la primaire écologiste. L'ancien ministre, figure la plus médiatique de ce scrutin interne, a vu deux de ses concurrents lui voler la vedette. Un échec qui reflète le rejet à l'égard de Cécile Duflot et qui laisse entrevoir une candidature verte sans consistance pour 2017. Élise Blaise. Fiasco pour Cécile Duflot, l'ancien ministre du Logement de François Hollande et député de la 6e circonscription de Paris, est balayé au premier tour de la primaire écologiste. Un sérieux camouflet pour la seule personnalité connue des Français dans ce scrutin interne où elle n'a recueilli que 24% des suffrages. Ses concurrents, les députés européens Yannick Jadot et Michel Rivasi, respectivement à 35 et 30% des voix, se départageront lors du second tour le 27 octobre prochain. En quatrième position arrive Karima Deli avec près de 10% des suffrages. À noter que seuls un peu plus de 12 000 personnes se sont déplacées pour ce scrutin. Yannick Jadot est connu des milieux écologistes pour avoir été le directeur des campagnes Greenpeace en France pendant 6 ans et son adversaire, Michel Rivasi, est elle connue pour son combat au Parlement européen contre le lobby pharmaceutique et Monsanto. Les électeurs verts ont donc préféré des personnalités de terrain plutôt que la candidature d'appareil incarnée par l'ancien ministre. Seule tête d'affiche de la primaire, Cécile Duflot paye le rejet de sa personnalité qui ne plaît pas en interne. Cécile Duflot incarne le passé et le copinage fratricide avec le pouvoir puisqu'elle a participé au mandat de François Hollande pendant près de 2 ans. Sa direction du parti pendant 4 ans n'a pas non plus laissé un très bon souvenir. Bien que soutenue par l'état-major du Parti vert, elle ne plaît apparemment pas autant à la base militante. Affectée par cette gifle électorale, Cécile Duflot ne s'est pas présentée devant les médias et a préféré publier un communiqué dans lequel elle exprime sa déception tout en invitant les militants à voter au second tour et en indiquant qu'elle soutiendrait le candidat élu. Cette défaite de l'ancien ministre en appelle d'autres puisque le champion des écologistes à l'élection présidentielle, qu'il s'agisse de Yannick Jadot ou Michel Rivasi, sera un candidat peu connu des électeurs. Toujours plus dans l'entre-soi, les écologistes marchent inéluctablement vers un nouveau fiasco électoral après les 1,57% de Dominique Voynet en 2007 et les 2,31% d'Eva Joly en 2012. Dernière passe d'armes entre les deux candidats à la Maison-Blanche. Le troisième débat télévisé opposant Donald Trump à Hillary Clinton a notamment porté sur l'immigration, l'économie et la politique étrangère. Qui en est sorti gagnant? Comment va se dérouler la campagne d'ici le 8 novembre? Élément de réponse avec Pierre Bergeau. Attaque tous azimuts lors du dernier débat. Pas de poignée de main entre les deux candidats, mais des échanges plus polissés que lors des dernières éditions. Pour la première fois abordé, le sujet de l'immigration a permis à Donald Trump de rappeler son intention de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Et lorsqu'il interpelle son adversaire sur sa volonté d'ouvrir les frontières, Hillary Clinton esquive et l'attaque sur ses liens présumés avec le site lanceur d'alerte Wikileaks et la Russie. Ce à quoi Donald Trump a répondu qu'il avait l'intention de rétablir des relations normales avec Vladimir Poutine. En matière de politique étrangère, Donald Trump a attaqué son adversaire sur le retrait des troupes américaines en Irak, assurant que l'apparition de l'État islamique est liée à la décision de la secrétaire d'État de l'époque, Hillary Clinton. Cette dernière a répliqué en affirmant que ce retrait avait été négocié par le président républicain George W. Bush. Les deux candidats se sont également affrontés sur l'économie. Quand Donald Trump prévoit de baisser les impôts des entreprises et de renégocier les traités commerciaux plaidant pour un protectionnisme économique, Hillary Clinton dit vouloir taxer les riches et promet la création de 10 millions d'emplois dans l'énergie propre. Outre les sujets de fond, les deux candidats se sont mutuellement accusés d'être les pires candidats de l'histoire. Et quand Hillary Clinton a attaqué son adversaire sur sa déclaration d'impôt, le républicain s'est félicité d'avoir utilisé les lois du pays pour ne pas payer d'impôts, ajoutant que ce serait du gâchis vu l'utilisation actuelle de l'argent public. Alors qu'un sondage de la chaîne pro-Clinton CNN place l'ancienne secrétaire d'État gagnante du premier débat avec 52% contre 39% pour le candidat républicain, notre spécialiste de la politique américaine Pierre Toulek affirme que c'est bien l'ancienne première dame qui a le plus profité des débats. Elle a réussi à démontrer exactement ce qu'elle voulait démontrer dans les 3 débats, qu'il était facile de faire s'énerver Donald Trump et de lui faire perdre son calme. On l'a vu encore cette nuit. Pendant les 30 premières minutes, il était bien mesuré, mais elle a réussi à dire, par certaines petites attaques, elle a réussi à l'énerver et à faire qu'il ait perdu tout son sang-froid et c'est exactement ce qu'elle voulait démontrer depuis le début et c'est une des raisons pour lesquelles Donald Trump a baissé dans les sondages depuis le début de ces 3 débats.
En tout cas pour Pierre Toulek, les jeux sont faits. Il peut toujours se passer quelque chose qui va faire que la candidature de Hillary Clinton va s'effondrer, mais aujourd'hui, elle a une telle avance que tout ce qu'elle a à faire, c'est baisser la tête, rester à l'abri des scandales, essayer de répondre le moins possible et laisser Donald Trump en fait au milieu de ces scandales. La raison pour laquelle elle a beaucoup moins souffert de ces scandales que Donald Trump, c'est tout simplement parce que c'est une femme politique qui a 30 ans d'expérience dans la politique et qu'elle les a beaucoup mieux gérés, et alors que Donald Trump, en voulant y répondre, a engrangé de nouveaux scandales. Et tout ce que Hillary Clinton a à faire maintenant pour gagner l'élection, c'est simplement d'attendre en faisant le moins de bruit possible. Quoi qu'il en soit, le candidat républicain qui dénonce un scrutin truqué a déclaré qu'il maintiendrait le suspense sur la reconnaissance du résultat du scrutin. Et passons à présent à l'actualité en bref. La reconquête de Mossoul, la deuxième ville d'Irak, se poursuit plus rapidement que prévu. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre irakien Haïder al-Abadi. Les forces irakiennes et kurdes ont engagé lundi une opération pour récupérer la ville occupée par l'État islamique depuis juin 2014. 200 000 personnes pourraient être forcées de quitter leur foyer au cours de la bataille. La ville de Karakosh a quant à elle été libérée mardi par les forces kurdes et irakiennes. La première ville chrétienne du pays était tombée aux mains des djihadistes en août 2014. Permis de conduire gratuit pour les djihadistes, c'est le plan choc préconisé par le conseil municipal de la ville suédoise de Lund. Depuis le début du conflit, 140 Suédois sont rentrés dans leur pays après s'être engagés dans les rangs de l'État islamique en Irak et en Syrie. Pour faciliter la réinsertion des combattants, les élus souhaitent leur octroyer des subventions au logement et une aide pour trouver un emploi. L'autre proposition phare est de leur offrir le permis de conduire pour qu'ils puissent se rendre à leur travail. Espérons simplement que leurs examinateurs leur apprendront qu'il ne faut pas foncer dans la foule. La théorie du genre existe bien. Le Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, vient de créer une chaire explicitement nommée « Genre de l'école à l'entreprise ». Le but est simple, propager l'idéologie du genre en mettant en place des formations au sein des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Alors que le ministre Najat Vallaud-Belkacem explique à qui veut l'entendre que les polémiques sur la théorie du genre sont infondées, l'association SOS Éducation ne lâche rien et dénonce cette démarche du CNAM. La Pologne se dresse contre l'immigration. Comme chaque année, une grande marche patriotique aura lieu à Varsovie le 11 novembre. Pour cette édition, les Polonais appellent les Français à les rejoindre. Rejoignez-nous à Varsovie le 11 novembre pour la plus importante marche patriotique d'Europe. Nous vous attendons. Nous vous invitons à la plus grande manifestation de liberté en Europe. Des emplois vous appartiennent. Et voilà, c'est la fin de notre édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Journaliste diplômé de Yale et de Sciences Po Paris, Jared Taylor est le responsable du think tank conservateur American Renaissance. Il est surtout un très fin connaisseur de la vie politique des États-Unis. Pour TV Liberté, Jared Taylor revient sur l'élection présidentielle outre-Atlantique et dévoile les vraies personnalités d'Hillary Clinton et de Donald Trump.
Il fait un état des lieux de la société américaine. Défenseur de l'Amérique traditionnelle et d'une droite alternative, Jared Taylor est l'objet de vraies attaques et critiques dans son pays. Refusant toute attitude extrémiste, Jared Taylor affirme sa volonté de combattre une société multiculturelle qui fait des Euro-Américains des citoyens de seconde zone. Tout d'abord, je crois que dans l'histoire des États-Unis, jamais une personnalité politique ou quoi que ce soit d'autre a été diabolisée au point où on a diabolisé Donald Trump. Je me souviens très bien, en 1974, quand Nixon s'est démissionné, la média et tout le monde politique étaient tout à fait contre lui, mais c'est 10 fois pire pour Donald Trump cette fois-ci. Donc le média est carrément soutenant pour Hillary Clinton. Et on n'a jamais parlé d'un candidat au présidentiel comme on parle de Donald Trump, comme s'il est menace à la démocratie. On dirait que c'est Hitler revenu sur Terre. Et exceptionnellement, TV Liberté diffuse ce soir un deuxième Zoom. Franck Khalifa, docteur en sciences politiques, il publie un nouveau roman, Sous le ciel d'Ashkelon. À travers le récit de Bernard, l'auteur transporte son lecteur en Israël, à quelques kilomètres de Gaza, où les bombes rythment le quotidien. Entre rire et émotion, Franck Khalifa revisite les temps forts d'une vie, les blessures anciennes et le regard posé sur une société qui se dit Charlie. Et tout de suite, retrouvez un nouvel épisode de La France Campagnole avec Christian Combaz. Quant à nous, on se retrouve demain soir. Merci de votre fidélité. Bonsoir. S'il y a une chose en province qu'on se dit et qu'on se répète en ce moment, c'est bien que la France n'en a pas fini avec les attentats. Par exemple, quand le président est venu faire l'intéressant aux Invalides, les vieux de mon village disaient qu'il aurait dû rendre hommage aux victimes futures. Ça lui aurait fait gagner du temps. On préférerait évidemment qu'il songe davantage à épargner les vivants qu'à honorer les morts, mais certains Français semblent déjà condamnés dans son esprit. Dans leur esprit, oui, parce que le Premier ministre aussi nous l'a dit il y a quelques mois, vous vous souvenez, il va falloir s'habituer. Il y aura d'autres attentats, et même de plus en plus gros. Ça, il l'a pas dit, c'est plutôt la France dont je vous parle, celle de Campagnole, celle qui garde un peu de bon sens, celle qui occupe 97% du territoire, celle qui défile tous les 50 ans sur les Champs-Élysées à la Libération. Elle vous le dit en ce moment dans les cafés ou devant la fontaine sur la place de l'église, et elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'elle est convaincue que l'échelle des horreurs futures est carrément ouverte, comme celle de Richter. Vous savez, celle des tremblements de terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Ça ne va pas de 1 à 10, ça peut être 14 ou 17. Et 17 sur l'échelle de Richter des attentats, ça veut dire quoi par exemple? Ça veut dire qu'on évacue 200 000 personnes à Paris. Ça veut dire un avion sur la tour Montparnasse, enfin des choses qui réclament carrément de changer de perspective historique. Or justement, ce qu'on reproche à nos gouvernants, c'est que s'ils imaginent des solutions en ce moment pour notre bien, personne ne les voit vraiment travailler. On a l'impression qu'ils sont en roue libre. Bon, certes, au comptoir de Campagnole, les vieux disent que s'ils faisaient quelque chose, on ne verrait pas forcément quoi. C'est le secret défense. Mais on les verrait au moins s'agiter avec un air de comploteur, les lèvres serrées, ils passeraient la nuit sur un lit de camp dans leur bureau, on verrait des mouvements de troupes et des camions bâchés, mais on ne voit rien de ce genre. Par exemple, quand passent les 2 gendarmes de la caserne voisine à Campagnole pour boire un café chez nous, le plus vieux dit mystérieusement des choses au patron du bar. Et il est assez sombre, ce gendarme, parce qu'après avoir passé sa vie dans un coin de campagne comme le nôtre, on va l'envoyer dans une ville de la côte. Et il est probable que ce qu'il dit au patron du café en privé lui vient des informations qui remontent de ses futurs collègues, ceux de la côte, lesquels visiblement ne sont pas à la fête en ce moment. Et que dit au patron du café ce fameux gendarme? Eh bien écoutez, il suffit de tendre l'oreille à côté de la machine à bière. Eh bien il lui dit, il n'y a pas assez de consignes et quand il y en a, elles prouvent qu'ils n'ont rien compris. Eh bien écoutez, Dieu fasse qu'il ait tort, mais c'est curieux, là, à vous en parler, j'ai un doute. Si vous avez entendu des choses semblables derrière la machine à bière, faites remonter s'il vous plaît.